Laisse béton! Il y a sans doute, chez tout producteur de podcast, le besoin un peu égoïste de chercher des réponses pour soi dans les témoignages de ses invités. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti lors de ma conversation avec Alexandra, que vous allez entendre dans cet épisode. Alexandra a une trentaine d'années, elle a choisi de quitter un monde qu'elle qualifie d'urbanisé, pollué et bruyant pour s'installer avec son conjoint à Saint-Lormel, une petite commune des Côtes-d'Armor où elle exerce le métier de naturopathe. Avec Alexandra, nous ne vivons pas au même endroit, nous n'avons pas le même âge, nous avons des situations familiales et des métiers différents, et pourtant, la façon dont elle décrit les changements qu'elle a vécus et qu'elle continue de vivre après avoir laissé le béton derrière elle fait systématiquement écho en moi. Et j'espère évidemment qu'elle va résonner pour vous. Si, après avoir écouté cet épisode, vous voulez en savoir plus sur le chemin d'Alexandra, je vous invite à découvrir les 2 podcasts qu'elle anime. Éclosion, dans lequel elle aborde la santé des femmes avec sa casquette de naturopathe, et Une graine germe, dans lequel elle partage des réflexions inspirées de sa nouvelle vie à la campagne. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour Amélie. Alexandra, tu te présentes comme une femme engagée partout sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Et je voulais savoir ce que tu entendais par là. Qu'est-ce que c'est qu'une femme engagée pour toi ? C'est une bonne question. Alors, engagée pour moi, c'est... alors, ce que je mets derrière, c'est vraiment engagée vis-à-vis de l'écosystème dans lequel j'évolue, dans lequel l'être humain évolue. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir jour après jour des pensées pour le respect en fait de l'environnement dans lequel j'évolue, pour la faune, pour la flore, dans chacun des gestes que je peux avoir au quotidien, sans être non plus irréprochable, loin de là, puisque j'ai aussi le côté engagé dans ma vie, dans mon épanouissement aussi personnel. Donc voilà, c'est assez global, mais c'est être actrice en fait de ma vie, et essayer d'avoir un impact le moins important possible, un impact négatif le moins important possible, avec les moyens aussi que j'ai aujourd'hui et que je souhaite accorder pour garantir mon épanouissement personnel également. Voilà. Alors, tu habites dans une petite commune de Bretagne, si je ne m'abuse, au bout du bout du bout. Et ça n'a pas toujours été le cas, je crois. Est-ce que tu peux me raconter cette tranche de vie ? Alors ça remonte, il faut remonter à 30 ans en arrière. Disons qu'aujourd'hui, j'habite effectivement en Bretagne, mais c'est assez récent, ça fait maintenant un an, une belle année. Si, une belle année que je suis donc dans la commune de Saint-Lormel, au bout de la Côte d'Armor, dans un petit village d'environ 400 ou 500 habitants. Et donc moi je suis originaire, disons, de la région parisienne, donc je suis née en région parisienne, mais j'ai été un petit peu le vilain petit canard, puisque toute ma famille est bretonne. Et ma maman et mes parents plutôt ont quitté la Bretagne du coup il y a un peu plus de 30 ans, quand elle était enceinte de moi, pour des raisons d'évolution professionnelle. Et donc moi je suis née en région parisienne et j'ai évolué une grande partie de ma vie en Seine-et-Marne. Donc ça reste quand même une partie de la région parisienne assez entourée de nature, mais ça reste quand même des très grandes villes. J'ai évolué toute mon enfance ici, j'ai grandi, j'ai étudié après dans l'Oise, à Compiègne, quand j'ai intégré une école d'ingénieur, et puis ensuite pour mon premier travail, je suis montée encore un peu plus haut en région lilloise. Donc là c'est quand même une ville aussi un peu plus importante. Et ensuite, pour revenir un peu sur mon parcours, eh bien on a avec mon conjoint décidé de tout plaquer pour partir voyager en sac à dos. Donc ça c'était en 2015, c'est ça. Et donc c'est là que tout a un petit peu évolué dans nos têtes, puisqu'on a commencé à s'ouvrir à pas mal de choses, et quand on est revenu, on n'avait plus du tout la même vision de vie, et moi je restais persuadée que je ne voulais plus du tout évoluer dans le monde dans lequel j'étais, à savoir un monde très urbanisé, bruyant,
pollué et qui ne me correspondait absolument pas. Et donc voilà, au fur et à mesure, d'évolution en évolution, changement de travail, je me suis mise à mon compte. Et puis quand toutes les planètes ont été alignées, on a trouvé notre région de cœur et on est revenu à mes racines. Donc là, j'ai pu réintégrer la Bretagne. Petite anecdote, au moment même, en fait, à l'âge quasiment, allé à 1 an près, auquel ma maman était partie de la Bretagne. Donc c'était assez drôle, la coïncidence. Je ne savais pas, c'est après quand on en a discuté, en fait c'est incroyable, t'as quitté ça à 30 ans et moi j'ai réintégré vers 31 ans. Voilà. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage qui vous a amené à cette prise de conscience? Je vais dire tu parce que c'est toi qui parles, mais qu'est-ce que tu as vu, ressenti, qui tu as rencontré, qui t'a fait cet électrochoc en quelque sorte? En fait, il n'y a pas eu une personne, c'est juste que c'est la première fois que je sortais de mon cadre en fait habituel dans lequel j'ai évolué, c'est-à-dire avoir des bonnes notes à l'école, faire des grandes études, avoir un CDI, être en ville, avoir les commerces à proximité, être complètement en fait détachée je dirais pas de la vraie vie parce que c'est la vraie vie aussi, mais d'être détachée du côté primitif en fait je trouve de la vie. Et quand je suis partie à l'autre bout du monde pour le coup, avec non pas un dressing et un logement fixe, je suis partie avec un sac à dos avec quasiment rien et puis on changeait de logement tout le temps. J'ai fait des métiers et des petits boulots qui avaient absolument rien à voir avec ma formation. En fait, je n'étais plus Alexandra l'ingénieure, j'étais Alexandra en fait, et je me suis recentrée à qui j'étais moi et ce que je voulais vraiment être au final. Et c'est ça en fait, c'est plutôt l'état d'esprit et c'est le fait d'avoir changé de contexte, et un contexte qui est vraiment complètement différent du contexte que j'avais pu vivre jusqu'à cette partie de ma vie. Donc j'avais 22 ans à peu près. Et bien en fait, je pense que je me suis reconnectée à mon moi intérieur et primitif, et c'est de là que les réflexions ont commencé à émerger. Et bien entendu, quand on part à l'autre bout du monde avec différentes cultures, on s'ouvre à des manières de vivre et de penser qui sont tout autres. Donc on s'autorise aussi à penser et à être différemment de ce qu'on a pu être dans le passé. Dis donc, c'est une chance de pouvoir vivre ça évidemment, mais surtout en prendre conscience et faire tout le chemin et dérouler tout le chemin qui vient avec, quoi. Surtout aussi jeune. Il y a des gens qui font des chemins similaires, suivent des chemins similaires, mais souvent après, en deuxième, troisième partie de vie professionnelle en particulier, toi, alors je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas c'est une réalité, tu le vis jeune et ça a donné assez vite une autre tournure à ta vie, j'imagine. Quand tu étais en école d'ingénieur, tu n'imaginais pas que tu irais vivre dans un village de Bretagne et que tu exercerais le métier de naturopathe, je crois que c'est ça. C'est ça, absolument pas. Ouais. C'est sûr que je n'imaginais absolument pas ça. Par contre, j'ai toujours eu cette tendance à remettre en question les choses. Et je pense que ça, c'est une de mes forces, on va dire, qui peut être aussi une de mes faiblesses, parce que je passe beaucoup de temps à toujours remettre tout en question, ce qui fait que le changement est permanent dans ma vie et c'est pas toujours reposant. Mais c'est vrai que ça me permet des fois de faire des évolutions, des changements qui sont peut-être précoces, entre guillemets, par rapport à d'autres personnes, par exemple, et donc à enclencher des choses qui pourraient me faire du bien peut-être un peu plus tôt. Voilà. Ok. Décris-moi ton lieu de vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois de ta fenêtre? Où vis-tu? À quoi ça ressemble? Alors, Saint-Lormel, c'est un petit bourg, donc comme je disais tout à l'heure, de quelques centaines d'habitants, bien loin des milliers d'habitants que j'ai pu connaître auparavant. Il y a 2 commerces, un petit burger qui a ouvert il y a pas très longtemps et qui fait de l'alimentation, donc il fait ses pains maison, il va chercher ses poissons, faire des burgers aux poissons, à la criée le matin, voilà, des produits de qualité, mais c'est lui et le bar tabac, voilà, le fameux PMU du village campagnard. De ma fenêtre, je vois l'église. Et je vois un bout de mon jardin. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très changeant aussi par rapport à ce que j'avais pu avoir auparavant, où j'ai quasiment toujours vécu en appartement. Donc c'est la nature, et je vois aussi, en ce moment, on a encore les champs de maïs qui sont en train d'être coupés à l'instant auquel je parle. Donc je suis immergée dans la nature.
Qu'est-ce que tu préfères dans cette vie-là ? En fait, c'est la lenteur. C'est la lenteur de vie. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, je suis une personne qui est assez dynamique, changeante en fait, ce qui peut avoir des bons côtés parfois, mais ce qui est épuisant. Et j'ai aussi tendance à être une grosse éponge, c'est-à-dire que j'absorbe énormément mon environnement. Et je commençais vraiment à ressentir, même si je reste jeune entre guillemets, je recommençais à ressentir une fatigue en fait et ce besoin de ralentir dans ma vie. Ce côté vraiment plus yin. Voilà, si on se raccroche un peu à la médecine chinoise, j'avais un côté yang très important, très développé chez moi, et ce côté yin qui était complètement déséquilibré. Et vivre dans une ville ultra dynamique était à l'encontre de mon besoin de ralentir. Et j'avais beaucoup de mal, en fait, à accepter de ralentir quand tout le monde autour de moi était en train d'être hyper speed, hyper dynamique, toujours aller dans la performance, la rapidité, etc. Et donc, ce changement de vie, ce changement d'environnement, je me suis en fait immergée dans un environnement beaucoup plus lent. Les gens prennent le temps de se dire bonjour, se regardent en face, attendent notre réponse avant de passer à autre chose. Il y a des sourires. Enfin voilà, c'est vraiment une lenteur de vie. Alors bien entendu, tout n'est pas assez. Ça va. Il y a quand même de la vitesse, mais il y a quand même une lenteur de vie qui moi me permet de m'autoriser à vivre aussi plus lentement, plus au rythme des saisons. Et le fait d'être immergé dans la nature, c'est incroyable. Il a fallu attendre 32 ans pour que je me connecte réellement au rythme des saisons. Je vois la nature évoluer au rythme des saisons et en fait, moi, ça m'aide également à adapter mon rythme au rythme de la nature. Voilà, ça a été vraiment un grand changement pour moi. Ouais, ça fait très écho avec ce que je peux vivre moi aussi. Et concrètement, ça veut dire quoi, vivre au rythme des saisons, par exemple ? Qu'est-ce que ça implique dans ton quotidien ? Alors, là, on sort d'une période estivale. Au moment auquel on enregistre, nous sommes en septembre. Et c'est vrai que j'ai eu un été assez mouvementé parce que j'ai été dans les plantations de mon potager pendant tout le printemps, préparation de la terre, amendement de la terre. Et ensuite, j'ai semé, j'ai entretenu mon potager, j'ai récolté, j'ai bêché, j'ai biné. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses comme ça, donc très dans le dynamique. Et la nature fait que tout est en floraison. Voilà, même si on a eu un été très chaud aussi en Bretagne avec des choses qu'on fanait, mais c'est beaucoup de couleurs. Les oiseaux, ça chante tout le temps. Les journées sont très longues. Donc moi, j'ai vécu aussi et je vis des journées beaucoup plus longues. Je me suis beaucoup baladée, beaucoup promenée, etc. Donc un rythme physique beaucoup plus important. Et puis là, je ressens que les choses ralentissent, mon potager commence à flétrir, je fais mes dernières récoltes et je vais commencer à déplanter tout ça, préparer la terre pour l'année prochaine et je suis beaucoup plus dans l'intérieur, c'est-à-dire que je passe plus de temps dans mon chez moi, je vais faire plus d'activités intérieures et je vais changer par exemple, alors j'ai la chance d'être à mon compte, donc j'adapte mes horaires, ce qui fait que mes balades, elles sont beaucoup moins tardives et elles sont plus précoces de manière à pouvoir les faire aussi en plein jour alors que le jour se couche plus tôt. Donc voilà, c'est des choses comme ça au quotidien. Mes horaires, j'essaie de les adapter au mieux, également aux horaires de la journée. Et c'est vrai que j'ai la chance également d'avoir des poules et enfin entre guillemets d'en avoir eu. Et du coup, je les ai vues se coucher et se lever aussi parce que les poules, ça se lève et ça se couche avec le soleil. Donc moi je mime en fait, il y a vraiment un mimétisme qui se fait assez naturellement et en fait je m'autorise à le faire. C'est-à-dire que avant je ne m'autorisais pas à le faire, maintenant je m'autorise à le faire. J'aimerais revenir sur ton installation en Bretagne. Est-ce que tu as eu des surprises ? Tu t'en souviens encore ? C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a quelques mois. En gros, pour le formuler autrement, est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui ressemble à celle que tu imaginais avant de t'installer ici ? Alors, cette question est assez compliquée pour moi parce que j'essaye de pas trop m'imaginer des choses, en fait. Parce que plus on s'imagine, plus on a des attentes et plus on est déçu. C'est un peu aussi ce que je partage. C'est-à-dire que je m'imaginais une vie différente, ça c'est sûr, et plus dans la nature. Ouais. Ça, c'est pas du tout une surprise. Par contre, je pense que je n'imaginais pas que ça allait m'impacter autant
dans mon rythme moi intérieur. Je pensais vraiment pas que j'allais être encore plus sensible à l'environnement, à l'écologie, encore plus manger de saison, encore plus aussi éradiquer certains aliments, par exemple, de mon alimentation parce que ça venait de trop loin. Je pense que j'ai intégré des gestes comme par exemple manger certains aliments plus rapidement que je l'aurais imaginé et sans frustration. Je prends 2 exemples très, très bateaux, mais avant, je mangeais des avocats et des bananes tous les jours. Voilà. Des bananes qui venaient des Antilles et des avocats, je savais que ça consommait de l'eau, mais bon, je me disais, ils sont bio, etc., etc. Maintenant, en fait, je mange plus d'avocats ou j'en mange vraiment très rarement. On en prend un toutes les 8 semaines avec mon conjoint, on le divise en 2 et on l'apprécie vraiment. Et les bananes, parfois, on va en prendre. Il peut se passer également 2 mois sans qu'on en mange et des fois, on va en acheter sur le marché 2 pour 2 personnes. On va les diviser en 3 à chaque fois. Et sans aucune frustration, en fait. Je ne m'imaginais pas que j'allais pouvoir changer ma façon de vivre aussi rapidement et sans non plus être frustrée, avec beaucoup de plaisir en fait. Et c'est vrai que le changement de contexte et d'environnement compte énormément pour ça. Et j'imaginais pas non plus que ça allait être aussi fatigant de vivre à la campagne et dans la nature, parce qu'on a toujours quelque chose à faire. Oui, c'est ça. Du coup, on stimule beaucoup plus son corps, quoi, en fait. Ouais. C'est ça, on bouge beaucoup plus. Ouais. Ce qui est plutôt sain. Oui, c'est simple, mais ce qui veut dire qu'il faut aussi adapter. Là, je prends ma casquette de naturopathe pour le coup. Il faut savoir adapter ses anciens gestes. Ça veut dire qu'avant, l'activité physique, elle passait par des séances de sport, mais c'était nécessaire parce que j'étais très sédentaire. Ouais. Maintenant, mais les séances de sport, je les garde. Et puis en plus, je fais ça. Et puis en plus, je fais ça. Puis en plus, je fais 1h30 de balade. Ouais. Puis je vais faire de la cueillette. Et puis en même temps, je vais bêcher et je vais faire ça. Et en fait, à la fin, le corps, il s'épuise et on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement épanoui dans ce qu'on fait et engagé qu'en fait, on en épuise notre corps. Et clairement, j'ai vécu pour le coup un burn-out physique à la campagne. Alors, il était pas mental, mais il était physique. Voilà. Pour dire. Donc ça, c'est une petite vigilance, mais c'est quelque chose auquel forcément je m'attendais pas du tout. Ouais, je comprends bien. Et les réactions de ton entourage, donc plutôt parisien ou lillois, quand tu as annoncé ce projet de vie, quel a-t-il été ? Il a été en fait très fluide, puisque comme je le disais tout à l'heure, je suis assez changeante et je mets beaucoup les choses je remets beaucoup les choses en question, et donc ça fait quelques temps. Donc à partir du moment, en fait, je pense que le plus gros changement que les personnes ont vécu dans mon entourage, ça a été quand on a dit qu'on démissionnait de nos CDI, qu'on lâchait notre appartement et qu'on partait en Australie à l'autre bout du monde avec un sac à dos. Je pense que ça a été le plus gros bouleversement. Et à partir de là, tout ce qu'on a pu annoncer n'a été que « Oh oui, bah, c'est normal, on leur fait confiance, ça leur ressemble ». Et comme en plus, moi, mon cheminement, il a été progressif, ça veut dire que je ne suis pas partie à la campagne bord de mer, comme ça, du jour au lendemain, avec mon travail habituel. C'est que j'avais déjà entamé, moi, ma reconversion professionnelle, en ville, etc. Donc en fait, on n'a pas cumulé. On a voyagé, on est revenu, j'ai repris un CDI, j'ai fait ma reconversion professionnelle, je suis passée à temps partiel, puis à mon compte avec un congé sans solde, et ensuite on a déménagé. Donc voilà, ça a été progressif. Je pense que nos familles ont digéré au fur et à mesure, et ma maman est en train de vivre en fait ce que je vis, sauf qu'elle le vit à 60 ans. Donc en fait, elle comprend tout à fait, et pour elle, qui a vécu aussi des choses dans sa vie qui l'a fait se remettre en question en disant mon bien-être est fondamental, elle comprend tout à fait nos réflexions et en fait, elle nous fait confiance. Voilà. Oui, il y a un épisode consacré à ta maman d'ailleurs dans ton podcast, je ne me trompe pas. Oui, sur son épisode de burn-out. Dans Éclosion. Quand on remonte, c'était le 3e ou 4e épisode il y a 2 ans. Donc sûrement, faut mais remonter, je m'en souviens de celui-là. Il est très touchant, celui-là. C'est drôle ce que tu dis sur la réaction de ton entourage par rapport au fait de larguer le boulot. C'est aussi un sentiment que j'ai, quoi, que quand tu es en ville, ton boulot est central, quoi, surtout dans les carrières classiques après école d'ingénieur ou de commerce où tout gravite autour de ça. Ta vie sociale gravite autour de ça, ta vie tout court, etc. Donc, je comprends effectivement que ça puisse apparaître comme le plus gros des changements et qu'après, bon, une fois que t'as largué ça, de toute façon, elle est perdue, quoi. Tu vois, pardon de le dire comme ça, mais c'est vraiment larguer les amarres, c'est larguer le salariat quelque part, en fait, larguer le boulot traditionnel, quoi. C'est encore la vision de pas mal de gens.
justement, comme tu le disais, quand tu es en ville et que tu es salarié, par exemple, tout gravite autour de ça, y compris beaucoup de tes relations amicales, qui sont finalement des collègues avec lesquels tu t'entends un peu mieux, et tu fais des soirées, etc. Donc, tout gravite encore autour de ça. Ici, là où on est aujourd'hui, nous n'avons pas de copains, collègues. C'est-à-dire que nos amis, nos connaissances, nos relations, elles sont forcément dues à notre environnement, mais détachées de notre activité. Et ça, c'est vraiment assez intéressant et épanouissant, même j'ai envie de dire, parce que finalement, quand on se voit, on parle de sujets complètement divers et autres que notre travail. Donc, il y a une réelle déconnexion qui se fait. Tu parlais de la vraie vie tout à l'heure. C'est un peu comme ça que d'autres l'expriment aussi, quoi. Tu vois, on parle de choses de la vraie vie, effectivement. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même depuis que tu es installée dans ce petit village de Bretagne ? Alors, j'ai appris que j'étais une éponge, en fait. Vraiment. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, je sens que j'ai vraiment pris conscience que j'absorbais absolument tout ce qui m'entourait. C'est-à-dire que quand j'ai réussi rapidement à ralentir mon rythme de vie, je me suis dit, mais en fait, mon intention a toujours été là, de ralentir, mais je n'y arrivais pas. Pourquoi ? Parce que j'étais embarquée dans le tsunami qui m'entourait. Et le fait de prendre conscience que je suis une vraie éponge, ça me met... je suis beaucoup plus... comment dire ? Dans la prévoyance. Ça veut dire que j'essaie de faire attention aussi à ce qui m'entoure parce que ça va m'impacter. Voilà, donc typiquement, si je reviens sur le rythme des saisons, si je prends le temps de m'écouter, je me rends compte que les rythmes des saisons m'impactent énormément. Donc je pense que je manquais beaucoup d'écoute de mes besoins auparavant. Et pour autant ça m'impactait quand même de ne pas évoluer dans un environnement qui me correspondait, mais je n'avais pas autant conscience. Là aujourd'hui, je sais à quel point c'est important pour moi que d'être en cohérence en fait avec l'environnement qui m'entoure. Qu'est-ce qu'être naturopathe ? Et en quoi ça consiste ? Est-ce que ce sont des séances individuelles, collectives ? Comment tu pratiques ce métier, en fait ? Alors, je vais commencer par t'expliquer ce qu'est la naturopathie de manière générale. Et ensuite, si tu le permets, je vais t'expliquer ce que moi, j'entends par la naturopathie et comment moi, je le vis. Très bien. La naturopathie, c'est une médecine non conventionnelle qui n'est pas en France reconnue par l'État. Donc elle est certifiante, il y a des écoles qui certifient, mais c'est pas diplômant. Voilà. Déjà pour mettre le cadre, le contexte légal. Ensuite, le naturopathe a pour intérêt d'étudier l'hygiène de vie d'un individu pour essayer de lui augmenter son niveau de vitalité. Ce qu'on appelle en naturopathie l'énergie vitale, ce qu'on peut aussi appeler en Ayurveda, la médecine indienne, le prana, ou encore en médecine chinoise, le qi. Donc toutes ces médecines-là sont des médecines ancestrales qui tournent sur le même principe. On étudie donc l'hygiène de vie d'une personne et on essaye de détecter les choses qu'elle ne fait pas en lien avec son profil, sa manière à elle de fonctionner, individuelle. Ce qui peut finalement affaiblir son énergie vitale. Et quand on a une énergie vitale affaiblie, on laisse le terrain absorber les différents virus, les différentes maladies. On dit qu'en naturopathie, ce n'est pas le virus le mal, c'est le terrain. Si le terrain est affaibli, forcément derrière, on va absorber le mal ou la maladie. C'est un peu comme le potager, quoi. Si la terre n'est pas fertile, si elle n'est pas fructifiante, le plant il fonctionne pas, il est plus malade, et s'il est plus malade, du coup les limaces s'attaquent à ce plant-là, etc. C'est exactement le même principe. D'accord. La deuxième chose qui est très importante en naturopathie, c'est ce qu'on appelle avoir une approche causale et non pas symptomatique. En naturopathie, comme en Ayurveda, comme en médecine chinoise, on écoute le symptôme. On l'écoute parce que le symptôme, c'est la manière dont le corps a de communiquer quelque chose. Donc on l'écoute, mais on va surtout s'intéresser et essayer de trouver quelles sont les causes, racines,
qui ont fait que le corps exprime ce symptôme-là. Tu peux donner un exemple pour illustrer un mal de tête, je sais pas, ou tu vois. Exactement. Si on prend un état migraineux ou des soucis de peau, par exemple, et bien derrière, on va pouvoir, par exemple, en médecine traditionnelle, donner des Doliprane ou des choses comme ça pour un mal de tête. On va pouvoir, pour l'acné, faire un traitement avec une crème très agressive pour éradiquer l'acné. Or, les causes derrière sont souvent des organes émonctoires qui sont faibles. Les organes émonctoires sont des organes qui éliminent les toxines du corps. Donc, ces organes-là sont faibles. Pourquoi affaiblis ? Parce que niveau de toxémie peut être trop élevé. Et donc, quelles sont dans la vie de la personne toutes les choses qui ont pu faire élever son niveau de toxémie ? Et donc, les organes, comme la peau, va communiquer un symptôme, par exemple l'acné, ou un autre type de souci de peau, psoriasis, eczéma, etc., pour faire comprendre qu'il y a un émonctoire qui est faible, un niveau de toxémie qui est trop élevé, etc. Et souvent, il y a plusieurs causes qui sont entremêlées ensemble, et derrière, il va falloir mettre un peu d'ordre. On ne peut pas agir sur tout en même temps, il faut essayer d'agir facteur par facteur, et de mettre en place derrière des conseils en hygiène de vie qui sont de différentes natures pour essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça et refaire en sorte que le niveau de toxémie s'abaisse, que les organes reprennent de leur vitalité pour que le corps global reprenne de sa vitalité. Et quand on parle d'hygiène de vie, on parle de tout, de l'alimentation, du sommeil, du mouvement, tout ce que fait le corps, quoi. Exactement. En gros, c'est ça. L'hygiène de vie, il y a plusieurs piliers qui constituent notre hygiène de vie. Il y a l'alimentation, il y a ce qu'on appelle le mouvement, on a le sommeil, on a aussi beaucoup les émotions, puisque l'équilibre émotionnel va impacter énormément de choses, va impacter le système digestif, va impacter l'immunité, va impacter le sommeil, va impacter aussi notre manière de manger. Qui n'a pas eu des épisodes entre guillemets boulimiques, ou d'excès de certains aliments parce que stressé, déprimé, etc. Enfin voilà. Donc les émotions ne sont vraiment pas à négliger. Nous ne sommes pas des psychologues ou des psychothérapeutes, bien sûr. Par contre, on a des outils pour agir sur les émotions. Et puis après, aussi le naturopathe a pour rôle d'alerter éventuellement la personne en lui disant, écoutez, là, je pense que tel accompagnement auprès de tel médecin, par exemple, nous sommes complémentaires au médecin, serait intéressant pour vous pour compléter notre travail ensemble. Voilà. D'accord. Et au-delà de ça, quel type de soins apportez-vous ou apportes-tu ? Du coup, on va rentrer dans ce que tu fais toi et pas générique. Après avoir analysé, identifié la cause du symptôme, etc., qu'est-ce que vous faites ou pouvez faire en fait ? Alors, on va éventuellement proposer des évolutions sur l'alimentation, sur le sommeil, comme je disais, sur l'activité physique, etc. On va pouvoir aussi utiliser certains outils naturels que l'on a, comme par exemple les fleurs de Bach pour l'aspect émotionnel, donc des élixirs floraux. Toute la famille de la phytothérapie, donc les fleurs de Bach en font partie, mais on a aussi des huiles essentielles, on a aussi toutes les plantes que l'on peut utiliser en infusion, en décoction. Les infusions, on peut les utiliser en buvant, mais aussi quand on prend un bain, par exemple. Les hydrolats, on peut aussi utiliser toute la belle famille de l'apithérapie, donc les produits de la ruche, quand la personne n'est pas végane ou végétalienne. On peut utiliser également l'eau qui est très importante, donc l'eau qu'on absorbe, mais aussi, par exemple, d'autres outils comme les douches alternées, les saunas, les hammams, les massages lymphatiques aussi beaucoup pour stimuler la lymphe, l'élimination des toxines. On peut utiliser de l'argile. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'outils qu'on va pouvoir conseiller en fonction de la personne, toujours. On parle de protocole dans le sens où on va adapter notre mallette d'outils à la personne. Et donc moi, spécifiquement, en plus de tout ça, j'ai aussi une partie de mon activité qui est dédiée au massage réflexe, à savoir la réflexologie plantaire. Et donc, du coup, moi, dans tout ça, comment je souhaite vivre la naturopathie, disons, et la partager.
Donc déjà, si je prends tout simplement l'aspect alimentation, moi je suis une personne avec un historique et un passé très compliqué avec l'alimentation. On peut le découvrir au travers de mon podcast, j'en parle beaucoup. J'ai vécu de longues périodes de troubles du comportement alimentaire, de longues périodes d'aménorrhée, justement, d'absence de cycle. Donc forcément, j'ai un regard sur l'alimentation qui est très spécifique, c'est-à-dire que je suis très, très, très vigilante sur mes conseils alimentaires en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et pour moi, il y a plein d'outils d'hygiénisme alimentaire que je prends avec de grandes, grandes pincettes par rapport à d'autres naturopathes. J'ai aussi une activité qui est très centrée sur la santé de la femme, de part aussi mon histoire sur le cycle menstruel qui me tient très à cœur. Et j'ai à cœur de faire toucher cette approche-là à d'autres personnes au travers, donc oui, de mes consultations, qu'elles soient à distance, en visio, qu'en cabinet, mais aussi au travers de tous les partages que je fais. Le podcast est fait pour ça, ma chaîne YouTube également, enfin les vidéos que je peux faire. Voilà, ça c'est aussi un grand aspect de ma vie, c'est le partage, on va dire, au plus grand nombre. Et ensuite, je fais de l'individuel en consultation. Elle est toujours difficile la question que je vais poser, mais je pense que les auditeurs de l'S Béton cherchent aussi des conseils, même si on le voit bien, il y a autant de situations que d'histoires personnelles et de migration vers la campagne ne se ressemblent jamais. Néanmoins, comme tout ça est assez récent dans ta vie, qu'est-ce que tu aimerais partager ? Alors, appelle-le conseil, appelle-le ce que tu veux, partage d'expérience, toi qui aimes bien partager justement, avec des personnes, des auditeurs qui seraient en ville aujourd'hui et qui se poseraient la question, comme toi, d'aller vivre dans un hameau de 400 habitants, où que ce soit. Déjà, de manière très pratico-pratique, c'est d'essayer de s'immerger un petit peu, un petit temps dans ce fameux hameau pour essayer de s'imprégner justement des vibrations, de l'énergie qui est totalement différente d'un milieu urbain, pour voir en fait si ça nous correspond. Donc ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois si les personnes peuvent, ou il y a des fois le télétravail qui peut se faire, juste de manière à s'immerger et à s'imprégner, même si cette petite période-là ne reflètera pas une vie entière, mais déjà c'est mieux que rien et ça permet d'avoir peut-être en tête ce qui nous attend derrière. D'accord. Et donc s'écouter derrière, tu parles de vibration, c'est arriver à ressentir quelque chose en fait pour le lieu. Oui. Ouais, c'est essayer vraiment d'écouter et d'avoir les yeux bien ouverts et les oreilles bien ouvertes également. C'est pas uniquement y aller en mode je me laisse aller et puis je suis passif. C'est vraiment dans cette pensée de potentiel changement de vie. C'est bête, mais aussi peut-être les commerces environnants. Il y a campagne et campagne. Moi, par exemple, dans mon hameau, j'ai rien, mais je prends mon vélo et en un quart d'heure de vélo, j'ai des petits commerçants. Et ça, c'est important aussi, c'est savoir aussi quel type de campagne on veut. Par exemple, nous, mon conjoint, il avait besoin d'être pas loin d'une grande gare de TGV parce qu'avec son travail, il peut se déplacer. On n'est qu'à 1 demi-heure de Saint-Malo, par exemple. Donc, il y a des petites choses comme ça aussi, et c'est de se projeter pour savoir quelles sont les choses qui nous seraient indispensables en termes de commerce, de transport, etc. D'accord. Ensuite, c'est forcément de voir un petit peu finalement de quoi vous allez vivre derrière. C'est-à-dire en termes d'activité, est-ce que ça implique une reconversion professionnelle et dans ce cas, laquelle est-ce que c'est viable aussi, la reconversion professionnelle, la profession dans le secteur dans lequel vous voulez vous installer. Donc moi par exemple, j'avais déjà fait une reconversion professionnelle. En amont, au lieu de passer du temps à créer une clientèle à Lille, physique, je me suis dit, c'était bien avant la période de la crise sanitaire, je m'étais dit, mais il faut qu'en fait je développe une consultation en ligne, alors que ça se faisait pas avant, parce que le jour où je veux partir, ou que j'arrive à partir, il va falloir que je refasse tout mon carnet de clients, et ça prend à peu près 4 ans. Ouais. Donc j'ai été un peu dans la prévention, et je me suis dit, je vais me lancer tout de suite en ligne. Quand j'ai pu changer d'environnement, j'avais déjà une partie de mon activité qui était déjà en ligne, donc c'était un petit peu réfléchi au final. D'accord. Et puis la dernière chose, c'est être conscient. Alors même si tout le monde n'est pas aussi éponge que moi, que quoi qu'il arrive, ça bouleverse. Voilà. Et bouleverser ne veut pas dire négatif. Négatif, c'est que ça change. Et il faut accepter qu'il va y avoir des changements dans sa vie et en nous, qu'on va évoluer, que nous, en tant qu'individus, on va évoluer de pensée,
de manière d'agir, de se comporter, etc. De toute façon, moi je dis toujours que l'être humain est en perpétuelle évolution, hein, comme tous les autres êtres de l'écosystème. Et donc souvent, ce qui nous freine et ce qui nous épuise, c'est qu'on est contre l'évolution. Non. Si on change de vie, de milieu de vie, on va forcément changer nous aussi. On va forcément évoluer. Voilà. Et ça, il faut être prêt et prête à l'accepter. Merci Alexandra pour ce partage. Je sais que tu es une aficionados de la chose, mais c'était sur un sujet vraiment particulier qui intéresse les auditeurs de l'S Béton. Donc merci d'avoir partagé cette tranche de vie, plein de joie dans cette nouvelle vie, plein de belles choses à proximité de la nature. Et puis à bientôt. Merci beaucoup Amélie, c'est un grand plaisir de pouvoir partager cet aspect de ma vie qui est un peu différent des autres partages que je peux faire. Donc voilà, si ça peut aider ou répondre à certaines questions, avec grand plaisir. C'était l'S Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de l'S Béton ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amélie@les-béton.fr. L'S Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.